d'histoire. Une nature à couper le souffle. Des sommets enneigés de l'Atlas aux vastes plaines fécondes, des collines parsemées de villages berbères, aux paisibles étendues désertiques et aux côtes bouillonnantes d'activité. L'expression « terre de contraste », tant galvaudée, semble avoir été inventée pour le royaume chérifien. Des côtes de l'Atlantique aux plages de la Méditerranée, ce pays capable de préserver son patrimoine tout en s'adaptant aux exigences de la modernité, recèle une richesse insoupçonnée, celle des hommes. Promontoire d'un immense continent, nul ne saurait dire ici si commence l'Afrique ou finit l'Europe. Au Moyen-Âge, on considérait que c'était la pointe occidentale du monde. On l'appelait l'extrême Occident, ce qui traduit en arabe lui a donné son nom, Maroc. Capitale culturelle du Maroc traditionnel, Fès est la troisième ville du pays. Sa mosquée, Karaouine, siège de l'université, demeure l'un des centres intellectuels majeurs du Maghreb depuis l'époque médiévale, qui voyait les savants du monde entier affluer vers ses prestigieuses écoles de médecine, de mathématiques ou d'astronomie. Mais Fès est aussi une véritable capitale de l'artisanat, avec son industrie du cuir et la présence des plus anciennes tanneries du royaume. Celle de Chouara, établie depuis le Moyen-Âge dans la Médina, est aussi la plus grande. Ghali Rahali est maître artisan, fonction la plus élevée de la tannerie, comme son père l'était avant lui. Je vais au marché pour acheter les peaux et rien qu'au toucher, je sais immédiatement ce que je vais faire avec, quel produit je vais pouvoir créer. Et puis on se rencontre, on négocie les prix, on peut marchander. Mon métier, je l'ai hérité de mes ancêtres. C'est un métier qu'on se transmet de père en fils. Dans un premier temps, j'achète moi-même les peaux. Ensuite, ce sont les ouvriers qui s'appliqueront à retirer la laine et à disposer les peaux dans les tanneries. Après 3 jours de traitement, les peaux sont nettoyées avant d'être mises à sécher durant quelques temps. Ensuite, on remet les peaux dans les tanneries afin de les colorer avec des produits naturels. Tous les produits qu'on utilise ici sont 100% naturels. Nous utilisons un type de peau bien précis selon le produit de fabrication. Toutes les peaux ont une particularité. Par exemple, des produits comme les sacs ou même les chapeaux se feront avec de la peau de vache. Pour la confection de babouches ou de chaussures, la peau de chèvre sera plus appropriée. En fait, chaque produit possède sa peau. Fès, c'est la capitale culturelle du Maroc, mais elle est également reconnue comme la ville du tannage. Nous continuons à travailler comme l'ont fait nos ancêtres, les premiers tanneurs de Fès, ce qui fait notre réputation dans tout le pays. Quand Moulay Idriss, le fondateur de Fès, est arrivé ici, il a commencé par construire des tanneries. Les Juifs ont été les premiers à se lancer dans le métier. Et après leur départ, nous avons repris et entretenu cet héritage. Aujourd'hui, nous travaillons toujours de la même manière qu'à l'époque. Le tannage, c'est une tradition très ancienne à Fès qui continuera d'exister encore très longtemps, si Dieu le veut.
La plus ancienne des villes impériales marocaines représente un joyau vieux de 12 siècles, dont la Médina, véritable labyrinthe d'une cité hors du temps, est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Cachés derrière des façades anonymes, on découvre des bijoux d'architecture traditionnelle, préservés, uniques, comme le palais El Mokri, l'un des plus impressionnants de Fès, resté clos pendant près d'un demi-siècle et qu'une prochaine rénovation va ressusciter. La résurrection de ce patrimoine exceptionnel, c'est le travail d'Abdelaziz El Moussaoui, architecte spécialisé dans la rénovation de Riyad dans le respect des méthodes traditionnelles. Pour ce genre de Riyad, je ne dirais pas que la loi est draconienne, mais il faut quand même signaler que les règles sont très strictes. Il y a énormément de vigilance de la part des autorités. Par exemple, il y a le ministère de la Culture, il y a l'agence de dédensification et de réhabilitation. C'est une agence qui veille au respect de l'urbanisme de l'ancienne ville, de la ville de Fès. Les matériaux à respecter dans ce genre de riad, ils sont connus. Il y a le zélige. Le zélige, qui dit zélige en arabe, ce sont les petits carreaux qui sont travaillés à la main. Il y a le bois. Le bois, en général, pour ne pas dire à 99%, c'est du cèdre. C'est un matériau qui peut durer des siècles. Et puis, c'est un matériau local. Il y a le fer forgé. Il y a le plâtre. Le stuc, c'est le plâtre qu'on arrive à travailler, à sculpter. On a dû remplacer certaines pièces par d'autres pièces, mais similaires. C'est-à-dire qu'on a fait un travail de chirurgien. On a pris des photographies. Ces photographies ont servi de base pour recopier et refaire les mêmes motifs et essayer d'être fidèle à l'âme ancienne de cette maison. Il y a de plus en plus de jeunes qui essaient de se former par leurs propres moyens, d'essayer de trouver des travails chez des maîtres. Et de l'autre côté, il y a aussi la tutelle de l'État qui essaye, avec le ministère de la Culture, avec beaucoup d'organismes, de faire intéresser les jeunes à cet artisanat-là. Et pour que justement, ce genre de patrimoine et de joyaux ne soit pas laissé à l'oubli. La ville de Fès a quand même une particularité par rapport aux autres villes marocaines. C'est vrai que c'est la première ville au Maroc, elle a 2 siècles d'histoire, c'est la capitale spirituelle, religieuse, cultuelle. Elle a la particularité d'adopter les gens, cette ville. Elle est très cosmopolite. Et vous sentez que tout le monde veut appartenir à cette ville et tout le monde veut mettre du sien pour la sauvegarder, pour lui rendre hommage en quelque sorte. Parce que cette ville, elle reçoit et elle donne. Au Maroc, l'eau reste une denrée rare qu'il faut préserver, la quasi-totalité des pluies tombant durant la courte période d'hiver. Afin de dompter cette nature capricieuse, l'immense barrage Idriss Ier, qui se dresse au nord-est de Fès, régule les apports de l'Oued tout au long de l'année et permet à lui seul d'irriguer 80 000 hectares. Coincés entre le Rif et le Moyen Atlas, ces grands espaces sont le terrain d'une agriculture variée, secteur clé de l'économie marocaine, puisqu'il emploie près de la moitié de la population active du pays. Ici, la mer rencontre l'océan. Aux portes de l'Europe, Tanger est depuis plusieurs siècles un carrefour de civilisation. Mais de la ville sulfureuse du début du XXe siècle, qui inspira Henri Matisse, Tennessee Williams ou Ernest Hemingway, il reste le charme de décors préservés et de légendes qui continuent à se raconter. C'est aujourd'hui devenu une vaste métropole touristique et commerciale.
À la périphérie de la ville s'étend d'ailleurs le premier port de commerce du Maroc, à seulement 15 km des côtes espagnoles, sur le détroit de Gibraltar, la deuxième voie maritime la plus fréquentée au monde. Tanger Med, équipé d'installations flambant neuves, traite plus de 3 millions de conteneurs par an et sa capacité va plus que doubler à l'issue des travaux qui sont encore en cours. Mostafa El Mouzani est le directeur de Tanger Med. Dans tout le nord d'Afrique, c'est le nord de ces pays-là qui est développé de par sa proximité de l'Europe. C'est la rive sud de la Méditerranée. Le Maroc est le seul pays qui avait le nord du Maroc qui n'est pas aussi développé que les autres pays. Nous avions quand même pas mal de choses à rattraper pour justement arrimer, je dirais, le Maroc à l'Europe. On sait que le port le plus important du Maroc, c'est le port de Casablanca. Le port de Casablanca ne peut pas prendre les navires de grande capacité. Nous avons été jusque-là très dépendants de gros ports style Al Jazeera, Gio Tauro en Italie. Le port Tanger Med étant un port en eau profonde, nous recevons les gros porteurs directement sur Tanger Med. Nous sommes dans le détroit de Gibraltar, c'est 100 000 navires qui croisent nord, sud, est, ouest. C'est la bonne position et nous sommes heureux de l'avoir choisi. Le Maroc sait aussi profiter de sa seconde façade maritime sur l'Atlantique. Le climat y est doux. De vastes étendues de sable fin alternent avec des falaises. Rabat, deuxième ville du Maroc en densité, est la capitale politique du royaume depuis 1912. Avec Salé, située sur l'autre rive du paisible fleuve Bouregreg, elle forme une agglomération en pleine mutation, puisque des travaux pharaoniques sont en cours pour permettre à Rabat d'asseoir son statut de capitale sans pour autant négliger sa richesse culturelle et patrimoniale, dont le plus bel exemple est le quartier historique de la Casbah des Oudaya. À la fois architecte et historien, Mohamed Essemar travaille à la mutation de la cité tout en assurant la préservation de ses trésors architecturaux. Si vous connaissez bien Paris, le meilleur quartier c'est le quartier latin et Montmartre bien sûr, et moi je dis les Oudaya c'est le Montmartre de Rabat. Hein. Il y a un passé, il faut le conserver. On est dans le présent, on est dans un Maroc du 21e siècle. Il faut construire un futur. Le tunnel des Oudaya, c'est à la fois du modernisme pour pouvoir fluidifier la circulation, résoudre le problème de circulation et tout, certes, mais on a conçu ce tunnel pour protéger les Oudaya, pour protéger la Médina de Rabat, parce qu'elle était agressée par la pollution auditive et la pollution des échappements, qui est justement une agression pour les parois et pour tous les monuments de la Casbah et de la Médina de Rabat. La vallée de Bouregreg et le futur projet, Inch'Allah, va représenter une colonne vertébrale de l'agglomération de Rabat Salé.